Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 19e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous continuez à courir, à réaliser vos entraînements, à chausser les baskets dans cette période un petit peu compliquée et restrictive, mais il est important de bouger, de sortir, de s'aérer. Pour ma part, cette fin de semaine, samedi ou dimanche, sera marquée par un petit esprit de compétition, réalisant ma contribution à l'ASICS Ekiden World Tour, où une équipe du podcast est engagée. Certains de mes camarades ont déjà réalisé leur relais, soit 5, soit 7, soit 10 km. Pour ma part, je m'alignerai sur un 10 km avec l'espoir de chatouiller un petit chrono ou du moins de valider ma forme actuelle qui n'est pas trop mauvaise par rapport à ce que c'était durant l'été. Ça revient petit à petit. Donc je vous en dirai plus sur le prochain épisode pour voir comment s'est déroulée cette petite course. Aujourd'hui, dans ce 19e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un coureur un petit peu particulier, en la personne de Joris, qui est un coureur du Loiret, coach sportif de métier et adepte du Tower Running. Alors le Tower Running, c'est une pratique nouvelle pour moi. Je ne connaissais pas avant d'avoir interviewé Joris. Ça consiste en des montées d'escalier le plus rapidement possible dans les plus hauts immeubles de France, mais également d'Europe et du monde, puisque Joris a parcouru un petit peu la planète pour ses différentes compétitions. Il va nous expliquer comment on se prépare à ce type de course, comment au niveau du mental ça se gère également, puisqu'il lui en a fallu du mental à Joris pour certains défis personnels qu'il s'est donné et qui l'ont vu parcourir des escaliers pendant 24 heures, au point qu'il a gravi et même dépassé parfois l'altitude du mont Everest. Donc, au-delà de ce côté sportif hors norme, Joris est également un coureur au grand cœur. Derrière ces défis, il porte donc une cause qui est noble, à savoir les maladies dont sont frappés les enfants et le cancer en particulier. Il est le porte-drapeau de l'Institut Gustave Roussy et il nous dira justement comment il souhaite véhiculer ces maladies dont sont frappés les enfants à travers ces différents défis. Je vous laisse donc écouter cette interview réalisée avec Joris sur le Tower Running. Alors bonjour Joris, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. On va parler d'une pratique un petit peu inhabituelle dans la course à pied, à savoir le Tower Running. Alors je vais te laisser déjà te présenter, voilà, on va échanger un petit peu, puis on verra dans une deuxième partie en quoi consiste le Tower Running. Ok, salut Seb, salut tout le monde qui nous écoute. Déjà, je suis très content de faire partie de ce nouveau podcast que tu fais. Donc moi, c'est Joris, Joris Jacquard, pour ceux qui me connaissent un petit peu ou de loin ou de près. Je suis de Marcy-en-Villette, c'est en pleine Sologne, donc un peu en forêt, donc c'est assez calme, on va dire. Sinon, je suis coach sportif depuis quelques années, 4-5 ans, je vais pas trop calculer, mais ça doit être ça. Et puis voilà, sinon je fais pas mal de courses à pied, de trail, de vélo, un peu de natation, et puis le tower running, on y viendra tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui te motive à courir ? Pourquoi avoir choisi le running comme activité de prédilection ? C'était pas du tout mon activité de prédilection, je pense. Il y a plusieurs années, on va dire, j'ai commencé à découvrir la course à pied quand j'étais sapeur-pompier volontaire. J'ai commencé par les crosses pompiers. On va dire que j'avais pas forcément un très très haut niveau, même si en ce moment je n'ai pas un très très haut niveau non plus. Mais on va dire que j'étais toujours dans les 10-20 premiers, il me semble, je me rappelle plus, ça fait plus de 10 ans. Mais voilà, j'étais peut-être pas trop mal. Et au fur et à mesure, je courais un peu plus, pour m'entraîner. Et puis après, j'ai commencé en 2016 des courses avec Dossard, courses sur route, semi-marathon, etc. Et puis je pense que ça s'est fait automatiquement. J'ai vu que j'aimais ça, j'ai vu que j'étais à l'aise, on va dire, sur certaines disciplines. Et j'ai continué, on va dire,
à m'entraîner un petit peu. Je faisais pas mal de sport aussi à côté. J'étais pas encore coach sportif à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai continué à courir un peu comme ça pour m'entraîner, comme la plupart au fait du monde, comme la plupart des personnes le font, je pense, aller courir une fois par semaine, 2 fois par semaine, juste histoire de s'entraîner un peu, quoi. Et voilà, au début, j'étais comme ça. Et après, bah, le temps est venu. J'ai passé mon diplôme du coup d'éducateur sportif. Et puis, bah voilà, maintenant, je fais déjà mon métier. Bah, je fais du sport tout le temps. Et puis, en plus, maintenant, je me suis vraiment axé du coup sur la course à pied, qui est maintenant mon sport, oui, de prédilection. Alors sur ces courses avec dossard, quelles sont tes références chronométriques? Euh, j'en ai, j'en ai quelques-unes. Hein. J'ai pas des grosses références non plus pour quelqu'un qui fait pas mal de sport. Mais là, récemment, du coup, l'année dernière, je suis passé à 35 minutes 38 secondes sur un 10 km. Donc, qui est correct, on va dire, pour mon niveau. Mon marathon, au bout de 5 marathons, j'ai commencé du coup le premier marathon en 2017, il me semble, le marathon de Tours. Donc, je pense que c'est le premier que tout le monde fait, je crois, dans la région, celui d'Orléans, bien sûr. Donc, c'était mon premier marathon à Tours. J'ai fait 3,42 le premier. Ouais, 3,42, c'est ça. Le deuxième, ça a été à Nice, où j'ai fait 3h20. Le troisième, ça a été encore à Nice, où j'ai fait 3h08. Le quatrième, ça a été à Paris, où j'ai fait 3h52 secondes. Là, j'avais un peu les boules, ces 52 secondes. Et puis le dernier à La Rochelle, il y a 2 ans, je crois, ou c'était l'année dernière, je ne sais plus trop, où j'ai passé du coup la barre des 3 heures. Je suis à 2,56. Voilà, du coup, je ne sais pas encore si je referai des marathons, parce que quand j'ai commencé la course à pied, je m'étais dit, waouh, ça doit être fou de descendre sous les 3 heures avec le petit niveau que j'avais, on va dire. Et voilà, en 5 marathons, j'ai réussi à passer sous les 3 heures. Donc voilà, c'était, je pense, dans ma tête, c'était passer sous les 3 heures au marathon. Voilà, c'est chose faite. Donc moi, c'est pas pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité de refaire un marathon, parce que je pense que vu que je suis très compétiteur, je pense que si je fais moins bien que 2,56, bah, je pense que ça pourrait limite me dégoûter du marathon. Donc je pense que voilà, les marathons, c'est pas du tout ma priorité en tout cas. Et après, semi-marathon, j'en ai fait que un où j'étais pas forcément dans mon pic de forme. Je suis à 1,23. Euh, mais voilà, si j'en refaisais un aujourd'hui, je pense que je serais plus sur des 1,20. Mais bon, ça après, je ne sais pas. Ça dépendrait de la forme du jour. Mais je pense que je suis dans ces alentours-là. Voilà. Pour l'instant, officiellement, en tout cas, c'est 1,23. Alors, ce qui te place quand même au niveau régional, donc là dans le Loiret, sur des coureurs de bon niveau. Hein. Je me rappelle que tu as participé à la course organisée par notre club donc à Baule, entre Loire et Mauve, et tu faisais partie voilà du top 3, on va dire, sur la course. Donc compétiteur, ça, je pense que ça va revenir tout à l'heure dans les échanges. Je pense aussi. Est-ce que tu cours seul ou est-ce que tu fais partie d'un club? Bah, je suis chez Infosport. Donc un des clubs quand même qui est, je pense, le plus connu, on va dire, sur Orléans, et sûrement avec le plus grand nombre d'adhérents, je pense. Donc voilà, je suis chez eux depuis 1 an, 2 ans. Ça doit faire la troisième année, il me semble. Ça doit faire la troisième année que j'y suis là, ou la deuxième. Non, troisième année, je pense. Et voilà, donc après, avec mon métier aussi, c'est pas évident que je sois disponible, on va dire, sur les entraînements. Parce que bah, je bosse, on va dire, quand je sais pas, une personne lambda qui fait des heures de bureau, qui finit à 6 heures, moi en général, je commence ma journée, si je fais des cours à la salle de sport, je commence, on va dire, à 5 heures et je finis à 21 heures, quoi. Donc du coup, bah, je suis un peu décalé, on va dire, sur les entraînements. Et avant le confinement, bah, avant les confinements, etc., avant cette période noire, on va dire, pour tout le monde, je m'entraînais pas forcément beaucoup en course à pied. Je ne courais même presque, franchement, pas beaucoup du tout. Je sais même pas si je faisais une sortie running par semaine, quoi. Donc c'est vraiment en fait ma condition physique, c'est vraiment grâce au métier. Et après, bah on va dire, j'allais un peu sur le tas. Je m'entraînais peut-être 1 à 2 fois, 3 fois, les 3, 4 sorties maximum, on va dire, avant une course.
Et puis bah voilà, après j'allais sur la course comme ça. Mais je le payais bien sûr après la course sur le moment de la récup. Ça, c'était très très dur, on va dire. Mais voilà, sinon là je cours un peu plus, bah plus maintenant avec le deuxième confinement, mais sinon je commençais à courir un peu plus avec des amis, avec ma famille, etc. Voilà, où j'ai pareil, je coach quelqu'un également et du coup la coacher un peu plus en course à pied pour des objectifs pour elle également. Donc voilà, au début c'était très très dur de courir en footing vraiment très très lent, on va dire à 6 minutes du kill ou 6:30 ou voilà, même un peu plus, ça m'est arrivé, c'est des personnes qui courent quand même, donc c'est bien, c'est mieux que de rester dans son canapé. Et en fait, au début, j'arrivais vraiment pas du tout à courir à 6, donc je suis pas un mec qui est super rapide, hein, je fais pas du 2:30 au marathon, mais physiologiquement parlant, on va dire que j'arrivais pas à courir à 6 minutes du kill ou quoi que ce soit. Et maintenant, en fait, je peux courir avec quelqu'un qui fait du 6:30, du 7, du 5:30, du 5:45. Voilà, donc je suis assez content de moi là-dessus parce que j'ai vraiment, on va dire que vraiment, j'ai été vraiment ouvert là-dessus, en fait. C'était vraiment un très, très un point négatif pour moi parce que j'arrive vraiment pas à rester, on va dire, plus lent que mon allure d'habitude, on va dire. Et là, voilà, je suis content maintenant de pouvoir courir avec des amis, avec ma famille qui courent moins vite que moi et puis de les accompagner du coup sur leur sortie. Et ça me motive limite à plus à faire une sortie avec un ami ou avec une amie où je vais courir moins vite que mon rythme que courir tout seul au fait à mon rythme. Il est vrai que ces séances en endurance sont pas forcément toujours simples parce qu'on a tendance à vouloir des fois aller un petit peu trop vite et de courir avec d'autres personnes, ça permet un petit peu de se réguler. Alors, sur le côté coaching sportif, donc toi tu interviens à la fois en salle de sport mais également en coaching individuel. C'est ça. Quel est ton rôle au niveau de ces personnes qui te contactent pour demander du coaching? Bah, en général, déjà, ils ont des objectifs, on va dire, différents selon la personne qui peuvent nous contacter. Après, le rôle vraiment d'un coach sportif, c'est vraiment d'accompagner, au fait, d'accompagner et d'encourager la personne pendant leur entraînement, tout simplement. C'est des choses qu'ils n'ont pas, par exemple, s'ils vont en salle de sport. Le coach, j'y suis, donc je peux en parler. Le coach est sur l'estrade, etc. Il fait son cours, mais il n'est pas vraiment fixé sur une personne. On coach vraiment un ensemble de personnes. Là, vraiment, voilà, quand il y a du coaching individuel, du coup, tu as 1 heure, tu as 30 minutes, 45 minutes avec une personne. Donc, déjà, tu peux vraiment l'accompagner, l'encourager, corriger s'il y a des choses à corriger, à faire attention à leur sécurité, etc. Et voilà, ça permet vraiment de s'intéresser aussi à la personne, la connaître. Des fois, il y a des personnes qui ont des maladies. Voilà, faut connaître vraiment tout, ses points forts, ses points faibles pour pouvoir vraiment travailler avec elle et avoir, on va dire, ce contact en tête à tête entre guillemets quoi. Alors, quel volume représente dans ton coaching la course à pied et une partie, on va dire, renforcement musculaire? Comment s'articulent finalement les séances? Bah alors là, je peux t'en parler un petit peu, mais vu que je viens, ça fait plusieurs années, comme je te disais tout à l'heure, que j'étais coach sportif, mais je me suis mis à mon compte que l'année dernière, j'ai pas exercé l'année dernière, je ne commençais seulement en juillet d'exercer en coach sportif, mais individuel, en personal trainer. Du coup, voilà, j'ai pas trop de clients parce que je n'ai pas fait encore trop de pubs, j'ai pas encore posté, on va dire, mes cartes de visite, etc. J'ai pas trop parlé que je faisais ça, voilà, tout simplement. Donc là, j'en ai quelques-uns, j'en ai deux qui sont, j'ai un couple et une amie qui est de Marcy, du coup, donc ça m'arrange pas mal. Et puis voilà, donc il y en a un que c'est plus pour renforcer, on va dire, lutter contre les douleurs du dos, par exemple, liées au travail, etc. Donc ça va être plus du renforcement musculaire. Et ensuite, avec mon deuxième coaching, c'est plus renfo et course à pied. Donc on va dire c'est 50-50 quoi. Le taux, on va dire, c'est si par exemple je fais 2 séances avec elle dans la semaine, je vais faire une séance de course à pied et une séance de renfo. Alors sur justement cette activité donc de coaching, quels conseils tu pourrais donner en cette période de confinement à des sportifs, coureurs ou pas, pour garder la forme
dans la limite de cette heure de sortie que le gouvernement nous autorise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pour moi, déjà, la base, j'ai toujours dit ça depuis plusieurs années. Donc, s'il y en a qui me connaissent déjà depuis plusieurs années, ils vont encore rigoler. La base, pour moi, c'est le gainage. La base, c'est vraiment ça, en fait, parce que c'est quelque chose qui est très fonctionnel. Quand tu gaines, du coup, quand tu fais des exercices de gainage, ça va contracter tes fesses, tes cuisses, tes abdos, tes épaules, ton dos. Donc, déjà, pour les personnes qui ont des douleurs au niveau du dos, il y en a énormément liées à leur travail, etc. Pour moi, voilà, ça, c'est vraiment la base de la base. Donc, juste déjà, par exemple, faire un peu de gainage tous les jours ou tous les 2 jours, si ça commence vraiment à trop tirer. Pour une personne lambda, commencer peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et pour les personnes habituées, peut-être un petit peu tous les jours. Pour moi, ça, c'est vraiment la base de la base, en fait, pour être fort, on va dire, au centre du corps et pour se sentir vraiment renforcé. Pour, par exemple, au lieu de t'affaisser au bout de... Il y en a beaucoup maintenant qui sont en télétravail. Bah, les gens, tout simplement, ils ont tendance à s'avacher, on va dire, et à avoir le dos rond. Bah, par exemple, à la fin de la journée ou à la fin de la matinée. Bah, voilà, tout ça permet de renforcer tout ce qui est dos, épaules. Ça permet de, voilà, de garder une belle posture, on va dire, bah, à la fin de la journée ou à la fin de la matinée et avoir moins de douleur au niveau de la nuque, du dos, des épaules. Ça peut être pas mal. Après, pareil, il y a des exercices, par exemple, pour les jambes, pour la chaise, qui est assez simple à faire. Donc ça reste, au fait, des mouvements de gainage qui sont vraiment très bien parce que bah, le gainage, du coup, on va renforcer vraiment tout fonctionnel. La chaise, on va renforcer vraiment au niveau des jambes. Donc, c'est super important aussi de renforcer au niveau des cuisses. Après, bah, on peut se faire des petits circuits pour les personnes lambda. Je sais pas, faire quelques secondes, 1 minute, voire de gainage. Après, tu peux faire, par exemple, des squats, des mouvements basiques, on va dire, de base, juste histoire de garder une activité physique. Après, tu te fais une petite 1 minute de chaise. Après, tu fais des pompes. Ça va être au fait des mouvements qui vont être assez fonctionnels, où il n'y a pas forcément besoin de grand matériel. Mais voilà, pour commencer, on va dire, ça peut être pas mal. Et après, bah, durant les confinements, il y a toujours plein de lives où les salles de sport elles font des lives. Moi, mes collègues, bah, ils en font également. Donc voilà, après, selon si tu es adhérent ou pas à la salle, il y a toujours plein de lives qui sont proposés, donc c'est des cours avec plein d'options. Donc une personne lambda peut très bien faire le cours. Une personne qui recherche vraiment à faire beaucoup de sport ou s'entraîner vraiment à haute intensité, elle peut prendre vraiment cet entraînement aussi, parce que voilà, il y a toujours des options plus dures, plus faciles. Donc voilà, je pense que durant le confinement, les salles de sport, elles font vraiment pas mal de choses. Euh, bah, moi, ma salle de sport également. Ils mettent vraiment pas mal de choses en place pour que les Français, on va dire les Français, parce que c'est ça en fait, c'est pour que nous, on bouge un maximum et qu'on garde au fait cette santé, parce que bah, on le sait, le sport c'est la santé. Donc voilà, faut bouger et puis voilà, pour le rayon d'1 kilomètre, 1 heure, bah déjà tu fais une petite marche d'1 heure tous les jours. En soi, en fait, tu gardes la forme quoi. Tu gardes la forme, même si tu marches pas très vite, juste déjà s'aérer l'esprit, se vider la tête. Tu fais une petite balade d'1 heure déjà pour une personne qui fait pas du tout de sport. Une balade tous les jours d'1 heure et un peu de gainage, bah ça sera déjà beaucoup pour elle. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est un petit truc qu'on peut tous faire, histoire de rester en forme, histoire d'être plus renforcé et puis bah d'essayer de ne pas tomber malade aussi, du coup, avec cette meilleure condition physique, on va dire. Alors là, tu es en terrain conquis parce que c'est vrai que c'est ce que je prône par rapport à la pratique de la course à pied. Encadrant un petit groupe le mercredi, on mêle renforcement musculaire et course à pied, donc sur des exercices ou circuits enchaînés. Et les gens en sentent vraiment les bénéfices. Donc, ce que tu dis là, de bouger, de sortir dans cette période un petit peu difficile, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que Bah, tu es un... Ouais, vas-y, je te coupe, hein, je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire. Euh, Comme quoi, en fait, ça marche aussi pas mal parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je mise beaucoup sur ma condition physique grâce à mon métier. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, par exemple, tous les marathons que j'ai faits,
Je prends plus l'exemple du marathon parce que les autres, j'ai commencé à faire un peu plus de tower running pour mon 10 km. Donc, j'avais vraiment pas mal de tower running dans les jambes. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Mais pour mes marathons, j'ai peut-être testé une ou deux fois, même pas, j'ai dû tester, ouais, une ou deux fois où je me suis blessé parce que, bah, du coup, je courais trop, des prépas marathons, comme la majorité des personnes le font. Et en fait, bah, je me suis blessé parce que j'ai voulu trop courir, on va dire. Et du coup, j'ai arrêté. Donc, en fait, tous mes marathons, j'ai vraiment bah, presque pas couru, en fait. Par exemple, avant le marathon de La Rochelle, je me rappelle que j'avais dû faire un semi-marathon et peut-être peut-être une autre course. J'ai dû faire une ou deux courses de 21 juste avant, quoi, mais pas. J'ai jamais fait, on va dire, 4-5 séances de course à pied, en fait, pour préparer un marathon. Et du coup, c'était vraiment, en fait, cette condition physique que j'avais bah, que j'ai, parce que je l'ai toujours, grâce à mon métier, qui m'ont fait descendre ces chronos. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, je trouve que le renforcement musculaire, et puis tout, hein, parce que je faisais du cardio, je faisais du renfo, je faisais du stretch, je fais vraiment un entraînement, on va dire, global avec les cours collectifs en salle de sport. Bah, en fait, comme quoi, tu vois, ça marche parce que je suis vraiment une personne, on va dire, à mettre dans un panier qui ne s'entraîne presque pas en course à pied, quoi, avant une compétition. Donc, comme quoi, tu vois, ça marche. Après, c'est sûr, je vais pas faire des chronos stratosphériques à 2,30 comme les meilleurs, on va dire, du Loiret, hein, parce que après, eux, ils courent beaucoup plus que moi. Mais voilà, déjà, on va dire à mon niveau, je suis déjà content d'être passé sous les 3 heures, donc pour moi, c'est pas mal. À mon niveau, du coup, déjà, ne pas s'entraîner, ne pas faire de préparation spéciale marathon, je pense qu'il y en a pas mal qui voudraient descendre sous les 3 heures sans faire de préparation marathon, je pense. Donc tu valides un petit peu l'expression courir moins pour finalement courir un petit peu mieux avec un chrono qui est quand même satisfaisant. Enfin, par rapport à tes résultats, Bah, beaucoup de gens ambitionneraient d'avoir tes résultats, on va dire, sur le plan kilométrique. bah, je pense oui parce que je veux pas dire oui parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais en tout cas, voilà, tu prends un coureur de mon niveau qui passe sous les 3 heures sans s'entraîner, bah voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas un truc de fou, mais voilà, pour moi, je fais partie des coureurs, on va dire lambda, parce que voilà, je m'entraîne pas forcément beaucoup, surtout sur ces compétitions-là. Je me suis plus axé du coup sur une autre discipline. Mais voilà, pour moi, ouais, je pense que faire du renfo, déjà, ça aide pas mal, en fait. Ça aide vraiment pas mal. Et après, bah, les gens seront d'accord avec moi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'exemple est là. Moins de 3 heures au marathon et 35 sur un 10. Donc, ouais, je trouve ça correct. Et est-ce qu'avec ton métier de coach sportif, tu arrives à passer entre les mailles des blessures? Ou est-ce que tu as été frappé dans ta carrière par quelques pépins physiques? Alors, je suis assez, on va dire, Playmobil ou Ikea, comme tu veux. J'ai toujours des petits soucis. J'en ai énormément, on va dire. J'ai toujours des petites douleurs un peu partout. Bah après, quand tu as des douleurs, c'est en soi tout va bien aussi. Hein, c'est que bah, tu ressens, on va dire, tout ce qui se passe. Mais si, j'ai pas eu de grosses blessures. Ça, je ne crois pas. Non, j'ai pas de souvenir, on va dire, de grosses blessures. Mais voilà, si j'ai des petites inflammations. J'ai eu récemment en septembre, juillet, même de juillet à septembre, on va dire, ça m'a duré. Bah, tendinite du tendon d'Achille. Là, la périostite, vu que j'ai commencé à recourir un peu plus, ou à même, on va dire, à courir un peu plus, parce que j'ai jamais couru aussi autant, euh, bah, en fait, la périostite, elle revient. Voilà, j'ai toujours des petits trucs qui se bloquent. Par exemple, la cheville. Après, ça, c'est bien aussi de connaître un peu son corps, du coup, parce que je sais que si j'ai une périostite, bah, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va être bloqué, soit au niveau du tibia, soit au niveau de la rotule, soit au niveau du pied. Donc voilà, je suis suivi aussi avec Manon Richard, du coup, qui est mon ostéo. Je suis suivi par elle, donc à chaque fois, si j'ai un petit souci, bah aussi, j'essaye de l'avoir assez rapidement pour qu'elle me débloque tout ça. Mais voilà, c'est aussi l'avantage de connaître un peu, on va dire,
pas forcément son corps, mais connaître en tout cas les douleurs que tu peux avoir. Si tu as une douleur à tel endroit, bah, tu dis, ah ouais, je crois qu'il y a ça qui est bloqué ou quelque chose. Et en général, ça s'avère vrai parce que voilà, si j'ai une douleur, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué. Mais voilà, après, j'ai pas forcément qui m'a fait arrêter, on va dire, de m'entraîner, non. Sauf quand j'ai commencé ma formation dans l'année de ma formation de coach sportif, euh, j'ai eu une grosse blessure au niveau du dos. Et j'ai été, sans dire de bêtises, j'ai dû faire 8 mois sans sport, mais vraiment sans rien du tout. Je ne pouvais vraiment rien faire. Du coup, bah, ça m'a calmé un peu, je pense. Ça m'a calmé un peu et voilà, c'est la seule grosse blessure. Après, ouais, j'ai pas eu, ouais, non, si une entorse à la cheville sur un trail, mais voilà, ça m'a duré 2, 3 semaines et puis bah après c'est reparti. Les douleurs, on va dire que je sais qu'elles sont là. Je sais que j'ai mal. Il y a toujours des petites journées comme ça où je sais qu'il y a une petite douleur. Mais voilà, je continue tant que ça m'arrête pas et tant que c'est vraiment pas très très intense, on va dire, je continue. Ça peut passer, ça peut ne pas passer. Bah après on voit. Mais voilà, faut connaître aussi son corps pour voir la limite à laquelle tu peux aller, quoi. Alors justement, pour les limites, on va aborder un autre chapitre de ton activité sportive, le tower running. Alors, c'est quelque chose que, bah, avant de te connaître, j'avais complètement une ignorance sur cette discipline. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le tower running et pourquoi tu t'y es Euh, mis? Bah, le tower running, du coup, comme pour le nom anglais, je l'ai traduit en fait, et en fait, c'est totalement pas du tout la bonne traduction. Donc voilà, c'est juste en gros course de tour, on va dire. Donc courir dans une tour ou peu importe la traduction que tu veux mettre. Mais voilà, donc en fait, c'est la course de tour et j'ai vraiment vu ça en 2016, il me semble. En fait, j'ai vu un truc sur Internet. Je sais même plus comment ça s'est passé. J'ai vu quelque chose sur Internet, comme quoi il y avait une course à Lyon et je devais aller, je crois, à Lyon dans ces dates-là. Et je suis ah bah vas-y, ça a l'air d'être cool à essayer quoi. C'est un truc à essayer. C'était du coup la tour Oxygène à Lyon, donc qui est une des trois grosses tours. Il me semble à Lyon il y en a trois, donc c'est une des trois grosses tours. Et en fait c'était The Tower Run France qui organisait, on va dire, qui organisait cette course-là. Et donc au fait j'y suis allé, pardon. Euh, J'y suis allé et j'ai fait la course sans du tout savoir en fait. Je sais même plus, franchement, c'était en 2016, je sais même plus combien il y a d'étages. Faudrait que je regarde au pire sur Internet, mais je m'étais dit, tiens, bah pourquoi ne pas faire ça, je me rappelle, je m'étais dit avant de courir, tiens, bah pourquoi ne pas faire moins de 3 minutes. Et au fait, résultat, j'ai dû faire 2,58 ou 2,56. Il faudrait que je retrouve les résultats pour être sûr, mais voilà, j'étais, on va dire, dans ce que j'avais prévu en soi, mais sans du tout connaître l'effort, sans du tout connaître le temps que j'allais mettre, etc. Et voilà, je trouvais vraiment ça cool parce que, bah, en plus, je m'étais pas du tout entraîné. Donc, en fait, c'est comme, on va dire, une personne qui a jamais fait de marathon et qui va sur son premier marathon, quoi. Sauf que là, c'est très, très intense. Les cuisses, elles brûlent. T'as le goût du sang dans la bouche à chaque fois que tu montes d'étage en étage, on va dire. Et ouais, c'est vrai que pour cette première course, ouais, ça m'a mis mal. Ça m'a mis très, très mal. Et au fait, c'est là que j'ai rencontré aussi, plus tard, on va dire, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre Orléanais, au fait, qui était à cette course-là, mais que je ne savais pas. Donc, comme quoi, tu vois, le monde est assez petit en soi. Et du coup, Sébastien De Castro, que pas mal de monde connaissent, peut-être toi aussi. Euh, et ben voilà, j'ai vu au fait une photo sur Facebook. Merci les réseaux sociaux. J'ai vu une photo sur Facebook comme quoi il était aussi à cette course-là. Et puis voilà, j'ai commencé à lui parler. C'est devenu vraiment un très très bon pote. On s'est entraîné beaucoup de fois ensemble ensuite, dans les années, je parle qui viennent, dans les années qui sont passées, pardon.
Et on a fait aussi quelques courses ensemble, des courses d'escalier, etc. Donc, comme quoi, voilà, une course en 2016, ça a changé, on va dire, toute ma pratique sportive, on va dire. Euh, ouais, la pratique sportive, ça a changé. Et puis, bah, pareil, cette relation même avec une personne, au fait, que je ne connaissais pas du tout. Bah voilà, j'ai créé vraiment une bonne affinité avec Seb. Donc, s'il m'écoute, bisous Seb. Et voilà, donc ouais, ça a complètement tout changé. Alors, est-ce que tu as participé à la suite de cette première course à Lyon à d'autres challenges dans d'autres tours, que ce soit en France ou à l'étranger? Alors les dates, je suis pas très très fort en dates, hein. Déjà me souvenir des dates d'anniversaire de ma famille, c'est compliqué. Donc là, j'ai pas en plus sous les yeux, j'ai pas mon calendrier des dates de course, mais il me semble. Donc j'ai commencé par Lyon, après j'ai fait Lille. L'année d'après, j'ai dû faire la Tour de Lille et j'ai fait 3 fois Montparnasse. Donc ça, c'était, on va dire la base, on va dire dans le tour running en France. Déjà, c'est la plus haute de France. À part la Tour Eiffel, bien sûr, mais qui ne fait pas partie du circuit, qui faisait pas partie du circuit The Tour Run France, vu que l'organisation a arrêté en 2019. Mais voilà, j'ai fait Montparnasse 3 fois, donc 2017, 2018 et 2019. Et malheureusement, cette année, bah, avec la première vague, ça ne s'est pas fait. Donc c'est assez dommage parce que voilà, c'est des courses qui sont assez sympas à faire, mais voilà, comme toutes les autres courses, hein, malheureusement, qui ont été annulées. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai fait bah, en France, j'ai fait Lyon, Lille et 3 fois Montparnasse. Montparnasse, je crois que tu as la particularité de l'avoir fait avec un équipement de sapeur-pompier. Oui, c'est ça. Ça, c'était du coup l'année dernière où j'ai fait, où je connaissais du coup un peu l'organisateur bah, de l'événement, qui était un site, on va dire, d'organisation. J'ai pu faire au fait ma montée en athlète, j'appelle ça athlète parce que bah, c'est la montée où tu essayes de te défoncer la tête et de faire le meilleur chrono possible en short et en t-shirt, quoi. Une petite heure après, même pas une petite heure, ça a dû faire 40 minutes, il me semblait. Je suis redescendu assez rapidement. Donc déjà, il fallait récupérer aussi de l'effort qui a été fait, même s'il est assez court. Je suis redescendu, je me suis habillé au fait en tenue, euh, où j'ai eu un prêt grâce à des sites de fournisseurs de matériel de sapeur-pompier. Et du coup, j'ai pu remonter au fait en équipement de pompier vu que j'étais volontaire avant. Voilà, c'était une petite particularité. J'avais vraiment envie de faire cette montée parce que bah, c'est encore un autre effort. Ça a rien à voir du coup que quand tu es en short t-shirt. Et voilà, c'était une petite pensée aussi pour ça, pour mon ancien, on va dire, hobbies, on va dire. Mais bon, c'est même un métier maintenant, hein. Il y a des sapeurs-pompiers professionnels et tout, du coup. Mais voilà, c'est un peu aussi mon but. J'aimerais vraiment redevenir pompier volontaire déjà, mais avec le Covid, c'est pareil. Bah, il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien du tout. Mais voilà, je pense que c'est un but aussi dans ma vie, c'est d'être pompier pro. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, on va dire, pour ça. Et puis voilà, pour l'anecdote, je suis resté trop longtemps en haut de la tour Montparnasse après ma première montée, à récupérer, à discuter, etc. Et en fait, le temps est passé. Je me suis dépêché de redescendre. Je me suis dépêché de m'habiller. Et en fait, quand j'étais peut-être à 30 secondes de la ligne de départ, en fait, ils sont déjà tous partis. Et moi, j'étais encore en train de m'habiller tout seul en bas. Ils étaient déjà tous partis sans moi. Donc voilà, la petite anecdote, c'était ça. Et puis j'ai dû remonter pas mal d'amis, de connaissances pompiers, on va dire. Et puis voilà, j'avais fait un bon chrono qui est, il me semble, autour des 12 minutes 25, il me semblait. Donc qui est pas mal en soi, parce qu'en fait, une personne lambda qui commence le trail running ou qui veut essayer cette pratique-là, va mettre au fait ce temps-là en tenue short t-shirt. Donc voilà, là, bah, tu es en tenue de feu avec l'ARI sur le dos et puis bah, tu as le masque aussi qui est mis directement. Donc voilà, j'étais assez content de moi pour ce premier test, on va dire, en équipement pompier. Alors Et je pour le remercie au passage, pardon, je remercie du coup l'organisation.
si une fois ils m'écoutent, s'ils écouteront une fois ce podcast, je les remercie du coup de m'avoir offert du coup ce dossard pour monter en pompier. Alors pour du tower running, comment on s'entraîne? Quel est l'entraînement type d'un tower runner? Il n'y a pas forcément d'entraînement type. En soi, tu gères un peu ton entraînement, on va dire, avec les moyens du bord aussi déjà. Comme tu vois à Orléans, on fait partie des villes où on a le plus d'immeubles en France, bien sûr. Donc, bien sûr, c'est ironique. On a une tour on doit avoir deux tours qui font 18 étages. Donc, c'est rien du tout, on va dire, pour s'entraîner. Mais c'est déjà pas mal. Donc, j'ai pu m'entraîner dans une tour à Orléans Sud, côté Orléans Sud, qui fait 11 étages. Donc, ça, c'est pas mal pour mettre un peu de vitesse, on va dire, dans les jambes. Et ensuite, je m'entraîne un peu aussi sur Orléans Centre, dans la tour qui fait 18 étages. Et puis, bah, ça, si tu connais un peu laquelle tour prendre, tu rajoutes l'étage pour aller au local poubelle, donc ça te fait 19 étages. Et tu rajoutes l'étage qui peut aller au niveau du toit, donc ça te fait 20 étages. Tu gagnes 2 étages en plus. Donc, voilà, il y a ça. Après, il y a tout ce qui est travail de côte, qui est pas mal aussi. Parce que, bah, c'est pas le même effort, mais bon, les runners, on va dire, le connaissent très bien, hein. Les entraînements en côte, ça fait toujours un peu mal. Donc, il y a ça qui peut être pas mal. Et aussi, il y a tout ce qui est VMA, séance VMA, séance un peu plus longue. Ça, je n'ai pas forcément fait quand je m'entraînais, du coup, pour des courses de tour. J'étais plus à m'entraîner directement, on va dire, sur l'escalier ou en salle de sport, si la salle était équipée d'un stepper. Alors avec Stepper, j'avais vu que tu utilisais aussi un gilet lesté, parfois un masque pour Ouais. avoir un déficit d'oxygène. Voilà, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, je me suis dit, si déjà tu t'entraînes avec un gilet de 10 kilos, pareil, je m'étais entraîné aussi dans les tours à Orléans, j'avais mis aussi cet équipement-là. Je me suis dit, si tu t'entraînes déjà dur avec un gilet de 10 kilos, déjà quand tu vas enlever le gilet, ça pourra être que plus facile. Et je me suis dit également la même chose, en fait, avec un masque qui entraîne un déficit d'oxygène. Si tu le mets, que tu fais un gros entraînement où tu es dans le rouge, que tu as du mal à respirer, je me dis que si tu as le masque et que tu travailles bien avec, bah, si tu ne l'as pas, théoriquement, tu respireras mieux sur un effort très dur. Après, voilà, il n'y a rien qui a été prouvé en termes respiratoires ou capacité respiratoire. Voilà, il y a rien, médicalement, il n'y a rien qui a été prouvé, mais je pense que c'est du bon sens, au fait. Si tu t'entraînes dur avec quelque chose, quand tu as pu ce quelque chose, théoriquement, c'est plus facile. Est-ce que dans ces immeubles, tu t'es déjà retrouvé dans des situations cocasses, à croiser des résidents qui se demandaient un peu ce que tu faisais là, dans les escaliers, à courir? Il y en a eu, il y en a eu pas mal. Du coup, je ne citerai pas les endroits où on a participé parce que du coup, j'entraînais aussi quelques amis qui sont venus. J'ai fait les 2 fois, comme je te disais, j'ai fait 3 fois la Tour Montparnasse. La première année, c'était pas très connu. J'ai dû emmener quand même quelques personnes. La deuxième année, j'ai emmené une quinzaine de personnes avec moi. Et la troisième année, pareil, une quinzaine de personnes également. Du coup, j'organisais un peu, on va dire, des entraînements dans ces tours-là, avec ce petit groupe. On n'était pas à 15, hein, bien sûr. Des fois, on était 3, 4, 5, 6. Mais voilà, vu que la majorité des personnes, malheureusement, prennent l'ascenseur, on va dire que la cage d'escalier est assez vide. Donc, mais ouais, il nous est arrivé avec les amis de croiser, on va dire, des personnes qui étaient assez fiers de ce qu'on faisait. On leur expliquait, on s'entraîne pour la Tour Montparnasse, etc., etc. C'est cool, c'est dur en plus, etc. Oui. Et il y en a qui étaient pas du tout, on va dire, dans le même, dans la même vision des choses où ça les dérangeait plus qu'autre chose. Donc après, je comprends, hein, je comprends leur point de vue, bien sûr. Donc ça, ouais, ça arrivait quand même pas mal de fois qu'on se fasse un peu en gronder dans les cages d'escalier. Et puis une de mes dernières péripéties où j'ai arrêté du coup de m'entraîner en tour, c'est où je me suis fait, on va dire, virer par des résidents qui gardaient le hall, qui gardaient le hall d'entrée de l'immeuble.
ils ont cru que j'étais un policier, au fait. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur ce sujet-là, pardon. S'ils ont peur d'un policier, voilà, je pense que tu vois du coup de quoi je veux parler. Non, voilà, du coup, vu qu'on m'a menacé, on va dire, j'ai préféré partir vu que j'étais tout seul contre 3, 4, 5 personnes. Je me suis dit, bon, bah voilà, l'entraînement en tour, c'est fini. Et du coup, j'ai accès, on va dire, à l'entraînement différemment. Et c'est ce qui m'a fait changer encore de pratique d'entraînement de course dans le trail running. Alors, il est vrai que sur les derniers mois, voire dernière année, tu as complètement bifurqué. Alors, toujours avec de l'escalier, du relief, mais sur des efforts non plus très courts, comme tu évoquais tout à l'heure, entre 3 et 12 minutes entre Lyon et Montparnasse, mais vers des efforts qui t'ont conduit à gravir des escaliers et des marches pendant 24 heures. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mutation et cette envie de plus d'espace sur des efforts de longue durée? Déjà, ça a commencé du coup, comme je t'expliquais au premier Tour Run France où j'ai voulu faire du coup le circuit Tour Run France, qui est, on est en quoi? On est en 2020, qui était du coup en 2018. Et au fait, j'ai fait du coup, c'est cette année-là où j'ai fait Montparnasse et Lille. Et au fait, il y avait que ces 2 tours-là, alors que normalement sur le circuit Tour Run France, il y a 6 tours à faire. 6 ou 7. Et puis vu qu'au fait c'était pas très très connu, l'organisation, on va dire, ça a chuté parce que voilà, ça s'est arrêté. Malheureusement, j'ai pas pu faire ce circuit France. Et après, l'année d'après, je me suis dit tiens, il faut que je trouve encore des tours à faire, etc. Et j'ai commencé par faire ma plus grande course d'escalier. C'était à Montmartre, qui était un défi organisé par Casquette Verte, l'Ultra Trail de Montmartre, où ça a été vraiment ma première grosse expérience en course d'escalier longue, on va dire, parce que c'est plusieurs heures, où ça s'est pas du tout bien passé. J'ai abandonné au bout de 6 heures ou 8 heures, il me semble, d'effort, parce que les conditions météo étaient pas du tout bonnes. Ma condition physique n'était peut-être pas bonne non plus ce jour-là. Voilà, donc en tout cas, ça a été beaucoup à cause de la météo, bien sûr. Hein. S'il y a des personnes qui me connaissent, ils savent qu'il y a eu vraiment des conditions dantesques. Ça a commencé ici. Après, j'ai fait mon projet du coup l'année dernière, qui était un projet du coup de course d'escalier partout dans le monde, qui était du coup en 2020. C'était cette année du coup. Ça a commencé en fin 2019 pour finir là cette année, mais ça s'est fini plus tôt que prévu. Et en fait, j'ai fait une course à Chicago qui était ma dernière grosse course d'escalier rapide, on va dire, même si c'est pas la même taille que les immeubles d'Orléans ou de Paris. Là, c'était 80, il me semble que ça devait être 80 étages, donc c'était une des plus grandes tours de Chicago. C'était la 3e plus grande tour de Chicago. Et voilà, c'était vraiment ma dernière grosse course d'escalier rapide, on va dire. Après, j'en avais d'autres qui étaient prévues, hein, bien évidemment, en 2020. Des funiculaires, par exemple, donc, qui est encore différent, mais pareil, c'est une dizaine de minutes d'effort. La verticale de la Tour Eiffel, où j'étais sélectionné dans la sélection élite, où je n'ai pas pu la faire, et malheureusement également. Mais voilà, ça reste des efforts assez courts. Je ne sais pas combien de temps j'aurais mis, mais voilà, ça reste maximum 14-15 minutes, quoi. Donc ça reste vraiment des efforts très très courts en soi. Et après, au fait, j'ai fait une course de 2 heures en Pologne. Donc là, déjà, on a augmenté, on va dire, le temps de course, qui était 2 heures, pas 2 heures en continu, parce que c'était le temps. En fait, il fallait faire le plus de montées possible en 2 heures. Et les descentes se faisaient au fait par l'ascenseur, donc il y avait le temps de repos, etc. Mais voilà, c'était 2 heures de timing, on va dire, pour monter. Donc ça, c'était ma première course où j'ai commencé à augmenter, on va dire, le temps de course. Et ensuite, j'ai fait une course aussi en Pologne. Donc j'adore la Pologne, pour ceux qui me connaissent pas, j'adore la Pologne. Les Polonais sont super gentils. Et en fait, j'ai fait du coup ma première course d'Everest. C'était le Marriott Everest Run. Donc ça se faisait dans un immeuble, dans une tour.
qui faisait 42 étages, il me semble, 42 ou 46 étages. Et du coup, fallait faire 65 allers-retours, il me semble, 65 allers-retours, 65 pardon montées, excuse-moi, 65 montées du coup de cet immeuble-là pour arriver pour arriver à l'Everest. Et voilà, c'était mon premier gros défi de course longue où j'ai mis 15 heures, 14h55 du coup pour faire les 65 allers-retours. Pareil, bien évidemment, c'était que les montées qui étaient comptabilisées. Les descentes se faisaient par ascenseur, mais voilà, le chrono tournait toujours. Et on était à cette époque-là, on était 260 à peu près dans l'escalier. Donc la queue était assez longue, on va dire, pour reprendre l'ascenseur. Donc voilà, il y a eu les temps de pause. Mais voilà, donc j'ai été premier à atteindre la hauteur de l'Everest. Et vu que c'était ma première grosse course où je suis passé de 6 heures d'effort à 15 heures, mon corps n'était pas encore habitué. Donc j'ai arrêté au bout de l'Everest, vu que c'était le premier objectif. Normalement, tu pouvais continuer jusqu'à 24 heures d'effort. La majorité, ils voulaient faire l'Everest en 24 heures. Donc, ils faisaient beaucoup plus de pauses. Leur but, c'était de finir l'Everest dans 24 heures imparties. Moi, je voulais continuer faire le plus encore de monter après l'Everest. Mais voilà, le corps, il m'a dit, Joris, stop. Donc voilà, j'étais content d'atteindre l'Everest le premier. Au final, j'ai dû finir 31e parce que du coup, il y a eu 30 personnes qui ont continué encore après. Des fois, il y en a qui ont mis 24 heures pour faire peut-être une montée en plus. Mais voilà, il a fini les 24 heures, il a fait une montée en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé 31e. Voilà, donc ça a été la deuxième grosse course d'escalier, on va dire. Et au fait, c'est l'Everest ça m'a fait tilt une fois cette course terminée. Je vois, c'est vraiment pas mal du tout, ce concept de courir dans les escaliers et atteindre, cette barre mythique qui est la hauteur du mont Everest. En termes de dénivelé, ça fait quand même pas mal. Ça n'a rien à voir quand tu fais des allers-retours sur une pente comme tous les records du monde de dénivelé positif, négatif. C'est dur aussi, hein, bien évidemment, c'est très très dur ce qu'ils font. Ils n'ont pas du tout la même allure que nous. Mais voilà, c'est encore une autre discipline, ça. Et donc, je suis pas très très fort sur les pentes. Hein. C'est pas ma discipline première, on va dire. Moi, ça reste les escaliers. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire encore des Everest, encore des Everest. À ce jour, je suis à 4 Everest et 2 courses où j'ai continué jusqu'à 24 heures d'effort. Alors, tu as fait aussi des courses un petit peu off où tu étais vraiment seul, à l'image de ce que tu as fait sur Blois et sur un belvédère en forêt d'Orléans. Comment, dans ces événements que tu organises en solo, tu es seul, comment tu arrives à garder le mental pour tenir sur ce timing de 24 heures? C'est assez compliqué, on va dire, parce que je sais pas du tout à quoi penser, on va dire. C'est très dur à faire surtout quand tu es tout seul à se lancer des défis comme ça. D'ailleurs, on y reviendra après, mais je suis en train de réfléchir du coup à mon prochain Everest qui devrait être dans pas longtemps si je peux le faire, bien évidemment. Mais ouais, franchement, je sais pas. Je pars. Je suis très très motivé, on va dire au départ. Sur le départ, donc voilà, il faut quand même ce temps. Là, par exemple, tu me dis demain, je fais un Everest. Non, je sais pas, j'ai pas du tout. Il faut vraiment que je me mette dans cette condition. Donc c'est un travail aussi mental, hein, c'est un travail de mental où je me dis ok, dans une semaine, il faut que je fasse un Everest. Voilà, c'est quelque chose où je me prépare vraiment mentalement plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance. Déjà pour me dire ok, tu vas devoir courir. Mon record pour l'instant pour atteindre l'Everest en aller-retour dans les escaliers, je suis à 13h23. Donc voilà, je me dis au moins, je vais déjà commencer à 13h23. Il me faudra au moins 13 ou 14 heures d'effort pour atteindre l'Everest. Voilà, déjà, faut se mettre dans la tête que tu vas déjà faire le hamster dans une cage d'escalier ou dans des escaliers extérieurs comme Blois ou le Belvédère pendant plusieurs heures.
Euh, et ça va être tout le temps la même chose. Et je sais pas, c'est peut-être que j'ai un bon mental, déjà. J'ai peut-être un bon mental ou une idée derrière la tête ou un défi. Et vu que je suis assez compétiteur, bah, ce qui me fait éviter de lâcher, je pense, c'est bah, j'ai commencé ça, il faut que je le finisse. Malgré les douleurs, parce que au fil des montées, peut-être pas forcément dans les montées, mais peut-être les descentes aussi qui sont difficiles peut-être à appréhender, le corps doit quand même t'envoyer des signaux en disant Joris, est-ce qu'il serait pas judicieux de mettre le clignotant et d'arrêter cette aventure? Qu'est-ce qui te pousse à aller au-delà justement de ces efforts et quels sont tes ressorts justement pour mettre un peu de côté les signaux que le corps t'envoie? Bah, déjà, entre un défi off de 24 heures, parce que les deux défis, j'en ai fait trois, du coup, j'en ai fait un pour les soignants, mais qui m'a duré 18 heures, il me semble, 18 ou 19 heures. Bon, c'est pas encore 24 heures, hein, parce qu'il reste encore 6 heures, donc c'est énorme. Mais, euh, mais c'était le plus dur, on va dire, parce que j'ai dû faire 1055 allers-retours dans une cage d'escalier. Donc 1055, ça commence à faire pas mal. On va dire quand tu commences et que tu es à 100, ok, plus que 955. Euh, mais c'est vraiment différent, on va dire, entre un défi off et une course parce que déjà les descentes, je les appréhende pas du tout de la même façon. Quand je suis en défi off, je descends tranquille, en fait, marche par marche. Voilà, je descends comme si je me baladais, on va dire, et je monte. Bah, des fois, je cours un peu. Après, bah, tu peux pas courir pendant 24 heures, tu peux pas courir pendant 13 heures. Donc, il y a des fois où je marche deux par deux. Après, j'essaye de marcher toujours deux par deux, les marches, de monter deux par deux, parce qu'au fait, à un moment donné, déjà, t'avances plus. T'avances plus à rien quand t'es tout seul en défi, bien sûr. Hein, je parle que en défi pour l'instant. Quand tu es en défi off et que t'as personne, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont venus sur les deux défis que j'ai faits, mais voilà, ils sont pas restés tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les 24 heures avec moi. Donc il y a des moments au fait où j'étais vraiment seul et déjà deux par deux au fait en marchant, ça avançait plus à rien, les descentes ça commençait vraiment à faire très très mal. Et je me dis au fait que si je commence à marcher, à monter les marches une par une, ça va être encore pire, ça va être super super long. Donc déjà quand je suis en défi, mon défi déjà dans ma tête, c'est repousse l'échéance de monter les marches une par une. Ça c'est vraiment en fait un défi que je me mets à chaque fois. Il faut que tu repousses cet instant où tu vas devoir marcher une par une parce que t'es trop fatigué. En course, sur mes deux dernières courses que j'ai fait là aux Pays-Bas en septembre, où j'ai fait une course d'escalier de 9 heures, et au Havre où j'ai fait une course d'escalier de 5h30, toutes les descentes, j'ai gardé toujours le même rythme. Surtout au Havre, j'étais très très constant sur mon effort. Bon, c'était pas 24 heures, mais ça restait un effort intense. Euh, Toutes mes descentes, c'était deux par deux en courant. Et aux Pays-Bas, c'est pareil. J'ai jamais fait une descente marche par marche comme je fais alors que c'est ce que je fais tout le temps en défi. Donc voilà, déjà entre défi et course, ma technique, on va dire, de descente, elle est complètement différente. En défi, on va dire, je me balade un peu plus qu'en course, bien évidemment, comme un entraînement pour quelqu'un et une compétition. Mais voilà, dans ma tête, sur un escalier, j'aimerais vraiment, sur un défi, parce que je vais faire pas mal de défis l'année prochaine, j'aimerais essayer de prendre un défi comme une course et vraiment d'exploser, on va dire, mon record pour atteindre l'Everest. Voilà. Mais les 24 heures, déjà, c'est fini, j'en ferai plus. Parce qu'au fait, je pense que mon corps, il est pas assez encore habitué. Je suis peut-être pas fait pour faire du 24 heures, mais par contre, je suis fait pour faire l'Everest. Donc voilà, toutes mes prochaines courses d'escalier, théoriquement, ou tous mes défis d'escalier, ça sera l'Everest. Alors sur le plan de l'alimentation, comment sur ce type d'effort on apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui fait mouche sur le plan alimentaire? Bah, il y a un moment, en fait, bah, moi, je parle personnellement, bien sûr, parce qu'on est tous différents sur ce point-là. Mais il y a un moment, en fait, je peux plus manger. Le corps, il veut plus rien manger. Donc c'est là où il faut déjà que tu fasses
pas mal de préparation déjà, d'entraînement aussi. Est-ce que tu aimes manger ça? Il faut prendre des trucs déjà que tu aimes manger, parce que au moins ça t'incite à manger. Des trucs qui se mangent facilement également. Voilà. Après ça reste vraiment très très personnel, on va dire. Bah, l'alimentation en course à pied. Mais ouais, il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de brûlures d'estomac. Je pouvais plus rien avaler, donc du coup, t'es moins bien physiquement. Voilà, c'est des petits trucs qu'au fait que tu t'améliores au fur et à mesure des événements que tu fais. Et après 24 heures ou après un Everest à avoir gravi les escaliers, le lendemain d'une épreuve comme celle-ci, on les descend comment les escaliers? T'as plus envie de les descendre. T'as plus envie de les descendre et t'as plus envie de voir d'escalier aussi. Et tu T'as plus regrettes envie de voir peut-être, d'escalier. tu regrettes peut-être de pas habiter un plein pied et de devoir justement quand même l'emprunter pour C'est ça. descendre. C'est ça. Non, voilà, après, tu te dis, c'est quand même fait. Euh, je referai pas ça demain, par exemple, c'est sûr. Mais voilà, tu te dis, fou, c'est fait, c'est enfin fait, c'est fini. T'es super content de toi en soi. Mais c'est vrai que quand le corps, il s'arrête, quand l'adrénaline redescend, etc., c'est ce qui m'a toujours pêché, hein, de toute façon, parce que bah, du manque d'entraînement, on va dire, en course à pied que j'ai, à chaque course, je m'arrache, on va dire, je me mets dans le rouge et du coup, bah, vu que j'ai pas assez d'entraînement, dès que le corps il se relâche, bah, j'ai beaucoup de courbatures et après une grosse course, un marathon, je sais, je mets 5 jours par exemple à m'en remettre, alors que beaucoup de personnes allaient recourir 2 jours après. Et moi, du coup, ça, je sais que c'est dû à mon manque d'entraînement. Bah, je récupérais vraiment, par contre, difficilement, on va dire. Mais maintenant, bah, vu que je me suis entraîné différemment, en une semaine, je peux avoir récupéré d'un Everest. Sur le plan accompagnement, tu disais donc avoir une ostéo qui te suit lors de bobos, blocages ou rééquilibrage au niveau articulaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de ton staff et qui t'accompagnent à la suite ou dans la préparation de ces défis? Médicalement parlant, non. J'ai que mon ostéo. Après, j'ai un masseur que je vois régulièrement, on va dire, en période de course. Il me masse, il me masse du coup avant la course ou avant mon événement, histoire d'enlever au maximum de tension. Et il me masse quelques jours après la course pour reprendre, on va dire, pour avoir le moins de douleur possible. Donc ouais, il y a mon masseur, il y a l'ostéopathe, et puis bah c'est tout. En termes médical, il y a que ça. Alors toi qui fais du cardio à haut régime, tu es quelqu'un donc qui a un grand cœur. Est-ce que tu peux nous parler des personnes pour qui tu as choisi de courir, notamment la fondation donc Gustave Roussy, et on parlera ensuite de tes sponsors, voir comment s'articule ta saison à venir. Mais voilà, dis-nous en plus sur cette fondation que tu as choisie et qui te donne peut-être des ailes quand il s'agit de gravir les escaliers. Voilà, donc c'est la Fondation Gustave Roussy pour la campagne en fait guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Euh, donc oui, tout à l'heure tu en parlais de mes motivations, ça je voulais te le dire. En fait c'est aussi une motivation en soi parce que sur mes défis il y a toujours euh, des personnes sur les défis extérieurs à Blois ou aux Caillettes. Il y a toujours eu des personnes qui regardaient ou quoi que ce soit. Et qui m'interpellait également, qui me disait bah vous êtes fou, etc. Ça oui, ça je l'ai entendu pas mal de fois. Mais après il voyait sur mon t-shirt, il voyait sur les affiches que j'avais fait que c'était bah voilà, je représentais, on va dire, j'étais ambassadeur de la campagne de Gustave Roussy et du coup en fait c'est pour véhiculer, on va dire, ce message qui parle du coup de cancer des enfants. Sur mon maillot, on voit marqué en gros un cancer à 7 ans sérieux. Voilà, c'est le visage, c'est le message avec le visage de Noé qui est décédé malheureusement à l'âge de 10 ans d'un cancer. Voilà, c'est le message que je veux faire, on va dire, que je veux montrer un maximum de monde et qui s'intéresse au fait à cette fondation. On va dire que je peux pas faire grand chose de plus que faire véhiculer au fait le message, faire véhiculer ces images de la campagne.
et au fait qui est un lien du coup avec la Tour Montparnasse, parce que lors de la Tour Montparnasse, au fait, pendant tout le mois de septembre, tu as au fait la même image que j'ai sur mon maillot, qui est en gros sur un tiers, un peu plus d'un tiers de la Tour Montparnasse, et qui est au fait la même image que sur mon maillot, qui est du coup l'image de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle, et c'est le visage du fameux Noé, qui malheureusement est décédé d'un cancer à l'âge du coup de 10 ans, et il a eu le cancer au fait à 7 ans. Voilà, et c'est là que j'ai créé au fait un lien avec son papa qui est Frédéric Lemos, qui est du coup président en fait de cette campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Et au fait, c'est lors de la tour Montparnasse de l'année dernière, 2019, je lui ai demandé au fait si je pouvais faire un projet de course d'escalier partout dans le monde, donc d'où Chicago, la Pologne, etc., les Pays-Bas, avec au fait l'image de la campagne au fait dans mon dos pour faire véhiculer cette image-là. Pareil sur toutes les courses de 2020 pardon, toutes les courses d'Orléans, du Loiret pardon. J'ai été faire une course en Isère, donc voilà toutes les courses au fait que je faisais. J'avais ce maillot-là, ces coureurs-là. Voilà, j'essaye de faire véhiculer au fait cette image et ce message au fait un cancer à 7 ans sérieux. Voilà, je veux que ça touche, on va dire, un maximum de monde. Alors, est-ce que pour 2021, ce projet avec la Fondation Gustave Roussy autour de Noé mémoire de Noé et de son papa continue? Comment va s'articuler ta saison 2021? Alors oui, elle continue. Je lui ai demandé courant 2020, du coup, ça devait être dans l'été. Je lui ai demandé parce que j'avais déjà des idées du projet 2021. Donc j'ai déjà pas mal d'idées. Il est déjà bouclé, on va dire, mon projet. Je garde les mêmes couleurs, je garde la même cause, euh, parce que voilà, je trouve que c'est une belle cause, ça me touche également. Et son papa, du coup, m'a accordé, on va dire, m'a donné son accord pour représenter encore une fois la campagne, une deuxième année de suite. Donc voilà, je garde les mêmes couleurs. Je vais changer mon maillot, bien sûr. Je vais refaire un maillot pour l'année prochaine. Des maillots, plusieurs. Mais voilà, je garde le même message, la même campagne. Et voilà, j'ai déjà prévu mon projet 2021, donc il s'appelle le projet Noé. Donc là, je suis vraiment plus parti sur le prénom de Noé, en accord bien sûr avec son papa. Mais voilà, je veux pas trop en parler pour l'instant du projet parce que avec tout ce qui se passe, je sais pas du tout si je vais pouvoir commencer en janvier parce que le début c'est janvier. Ça se trouve, je vais commencer peut-être en février, en mars. Je sais pas au fait la situation sanitaire, on va dire comment elle va s'améliorer ou j'espère pas se dégrader. Mais voilà, le projet est déjà bouclé. Il y a tout qui est mis en place. J'espère juste pouvoir faire un maximum de défis que j'ai prévus dans ce projet-là. Est-ce que tu as des sponsors qui t'accompagnent et qui sont fidèles depuis tes premières actions, tes premiers défis? Donc j'ai eu pas mal de sponsors en 2019, en 2020 j'en ai eu plein d'autres également. Là pour 2021 du coup je vais attendre plusieurs réponses de mes plus gros partenaires de l'année dernière. Sinon j'ai déjà GST qui a accepté de me suivre, GST Rénovation, qui a accepté déjà de me suivre pour 2021. J'ai mon coiffeur, mine de rien, c'est un très très gros partenaire, donc qui est Coup de tête à Olivet. Donc c'est mes deux partenaires. J'ai Manon du coup l'ostéo qui est partenaire avec moi. J'ai le masseur qui veut bien continuer à me suivre également. Et ensuite, on va dire que c'est Running Conseil du coup qui est également partenaire, qui m'aide différemment que mes partenaires financiers. Euh, et puis voilà, j'espère ne pas en oublier. J'ai envie juste de regarder parce que ça m'embêterait d'en oublier quelques-uns. Voilà, j'attends déjà quelques réponses. J'attends plusieurs réponses de partenaires que j'avais cette année. J'ai Corps et Âme, bien sûr, qui est
qui est une masseuse également, mais qui est beaucoup plus, on va dire, masseuse vraiment totale du corps, plus récupération que mon masseur qui me prépare, on va dire, physiquement. Là, c'est vraiment 1 heure de massage, vraiment relaxation. Et j'ai Red Bull qui veut bien m'accompagner suite à un contact que j'ai au sein du siège Red Bull. Voilà, c'est juste, ils vont m'accompagner, me donner quelques boissons, on va dire, les dernières boissons, par exemple, de Red Bull. Et puis voilà, essayer d'être présent sur certains de mes défis. Bon, en tout cas, si les auditeurs du podcast souhaitent te donner un coup de main, te suivre, ben on redonnera tous les éléments donc dans les notes de l'épisode. Joris, on va arriver à la fin de cette heure d'entretien avec toi concernant le tower running. Si des gens veulent se mettre à la montée d'escalier, je pense qu'ils ont tous les éléments en leur possession. Habitant Beaugency, j'en ai quelques-uns des escaliers, mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et étant natif de la région de Châteaudun, je sais qu'il y a les 200 marches du château. Je crois que tu les as également parcourues, celles-ci. J'ai déjà fait et pour info, je les déteste parce que j'aime pas du tout comment elles sont. Donc ça c'est pareil, c'est un clin d'œil du coup pour mon pote Seb qui est de ce côté-là aussi, qui habite à côté de Châteaudun et qui est son plus gros spot d'entraînement. Et voilà, je sais même pas comment il a pu s'entraîner des heures et des heures sur ces marches-là parce que vraiment elles sont dans un sale état et pour mes petites jambes ça va pas du tout ces escaliers-là. Ça me convient pas du tout. Joris, un grand merci donc pour ta disponibilité aujourd'hui. Et ben on va continuer à te suivre sur les réseaux en espérant que tes projets donc pour l'année 2021 puissent se tenir normalement, sans grande difficulté, avec de nombreux sponsors. Et puis j'espère te retrouver très vite sur des courses puisqu'on est tous les deux ambassadeurs du magasin Running Conseil. Donc un petit coucou à Pascal donc du magasin d'Orléans. On nous entend. Donc, on espère pouvoir se retrouver sur des courses dans le Loiret. En tout cas, merci beaucoup, avec Joris. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à suivre peut-être prochainement mon prochain défi Everest. J'espère le faire avant fin novembre. Donc, ça ne devrait tarder. Merci à toi, Joris. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Salut. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.